le moment, on peut l'accueillir, c'est notre invité, on l'a promis, c'est Jean-Charles Sabatier, commentateur journaliste de chez beIN Sport, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Poineau, je pense que tu peux l'envoyer quand tu veux, il va venir s'installer juste à côté de moi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir... La petite lumière tamisée et tout. Voilà, on l'installe. Salut Jean-Charles. Bonsoir messieurs, salut. Bonsoir à tous. Salut. Merci beaucoup pour votre invitation. Eh ben, écoute, le plaisir, il est vraiment pour nous. On est incroyablement heureux de t'avoir. Surtout ça tombe bien moi aussi. Alors ça dépend comment. Mais comme je te l'ai dit un petit peu en off, c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on voulait que tu sois avec nous parce que et d'ailleurs Bruce t'en a parlé avec lui. Tu le sais même pas, mais sur les réseaux, t'es une énorme star. C'est un truc de fou. Je suis gêné, arrêtez. Je vais rougir. Même des cheveux. Il y en a pas mal. Non, mais vraiment, Jean-Charles, on va discuter, on va parler un petit peu de ton actu, on va parler de ce que tu fais sur beIN. Mais en tout cas, je pense que Bruce, tu seras d'accord. Nous, c'est clairement un des commentateurs qu'on préfère et de très très loin. Ah oui, de très très loin. Et sur les réseaux aussi. Comme tu disais avant. C'était pas pour le brosser dans le sens du poil, c'est la vérité. T'es très très bien vu sur les. Mal vu ma tête. Il a donné de dérision en plus, c'est bien. Non mais c'est vrai que aussi c'est normal. Tu nous fais voyager quand tu commentes tes matchs de Bundes et tout, et tu passes forcément un bon moment. Donc c'est apprécié des gens et c'est mérité. Vraiment, il y a rien à dire. Merci. Non mais il est modeste en plus. Non, c'est pas de la fausse modestie. Mais si, quand même. Non. Enfin, je veux dire, il y a de la modestie quand même. Ah oui, beaucoup, parce que moi, je suis toujours un peu impressionné comme ça quand je vois effectivement et quand j'apprends ce que Bruce, toi-même et vous tous m'avez dit. Et c'est vraiment pas de la fausse modestie parce que je le réalise pas, tout simplement, et parce que tout ce que je fais justement pour prendre du plaisir et surtout pour en donner. Si je devais être filmé dans mes cabines au moment où je commande des matchs, je pense qu'on se retrouverait tous ensemble dans certaines situations assez identiques, notamment sur des phases de jeu. Ouais. Donc voilà, mais merci en tout cas, merci pour l'accueil. Merci beaucoup à toi. Et c'est vrai que comme il le dit, hein, là il est avec nous, il est tout calme, mais tu l'imagines, tu sais, sur un Augsbourg-Bayern ou Wolfsburg en train de gueuler, tu sais, dans sa cabine, et c'est vrai que ça doit être assez drôle. En tout cas, merci d'être là, Jean-Charles. Comme d'habitude avec nos invités, on commence avec une petite interview, histoire de d'en savoir un peu plus sur toi. Et la première chose qu'on veut savoir, parce que c'est vrai que tout le monde se pose la question, tu as une prononciation, c'est même pas un accent, c'est un allemand qui est juste parfait. Et tout le monde se demande d'où est-ce que ça vient. Quelle est l'histoire de cette maîtrise si incroyable de l'allemand? Je vais la rappeler une nouvelle fois, parce que je pense pas qu'elle soit complètement méconnue, parce que j'en ai déjà parlé quelques fois. En fait, j'ai eu la chance de vivre à Berlin de 0 à 25 ans. Ah, quand même. Donc, quelque part, ça marque un peu. J'ai été baigné tout de suite dans l'environnement du sport allemand et de cette langue aussi. Donc, il n'y a rien de surfait, il n'y a rien de fait exprès. Ça me sort comme ça de manière naturelle. Et les moments où je me plante et les moments où je dois le faire un petit peu exprès, c'est au moment où j'y pense, quand on me parle toujours de ce fameux « on va le faire ». Julian Draxler. Là, on est un peu doux, les gars. Thomas Müller et tout ça. Il y a des moments, j'y pense et là, je pars dans le commentaire. Des fois, vous y penserez la prochaine fois. Et je pars dans des trucs complètement débiles. Thomas Müller. Et dans ma tête, je me dis, oh là là, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, je repars sur le côté naturel. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça me sort comme ça. Donc, tu as vécu en Allemagne. On avait reçu Patrick Guillou dans l'émission aussi. Un moment très chouette qu'on peut vraiment rappeler. Lui aussi, il a un rapport assez particulier avec l'Allemagne. Sa mère est allemande déjà, et c'est ce qui fait un petit peu le lien entre nous deux, au-delà d'autres choses. Il a vécu nombreuses années en Allemagne, plus du côté frontalier, parce que moi j'étais vraiment Far Ost, comme on dit, loin, dans l'Est. Plus proche de la Biélorussie que de la France, et ça marque encore un peu plus les personnalités dans cette ville. Tellement bizarre et hallucinante que peut-être Berlin. Ouais, c'est pas. D'ailleurs, le Hertha en ce moment, c'est pas fou. Bon, on s'en fout de meilleur parce qu'on supporte l'Union. Il a choisi son camp. Non, moi personnellement, je galère depuis des années parce que moi, mon club, c'est le TB, Tennis Borussia Berlin. Alors, on a eu de la chance cette semaine parce que le match a été reporté à cause de
de mauvais temps contre le Lokomotiv Leipzig. Ok. Parce qu'on est 18e et qu'on va redescendre en 5e division. Et que chaque Compliqué. semaine, c'est une forme de dépression le dimanche matin quand on s'appelle avec mes potes en disant putain, t'as vu le résultat? Bah ouais. Mais c'est bien, au moins la passion reste intacte, elle est Ah oui. présente. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Trop bien. Alors, juste pour savoir aussi, parce qu'on rappelle que bon, voilà, tu es quand même journaliste, commentateur, mais est-ce que tu as eu un rapport avec le sport? Est-ce que tu as pratiqué un sport Ouais. au début Ouais, j'ai- du foot bah, ou quelque chose? Ouais, justement, on connaît tous le système éducatif allemand. Moi, j'ai connu dans ma scolarité que des débuts de cours à 8h et fin des cours à 12h40. Moi, c'est pour souvent avoir l'après-midi et Voilà, tout. Ouais. pour avoir des après-midi. Donc, On aurait kiffé, pratiqué, nous. Ouais. j'ai pratiqué du foot, bien évidemment, pendant très, très nombreuses années, à Ah. un niveau qui pouvait être intéressant. J'ai fait de l'escrime aussi, à un niveau compétitif. J'ai fait du judo, j'ai fait, enfin voilà, quoi, plein de choses qui te sont offertes à une époque où cette ville de Berlin, quand il y avait le mur, 8 fois plus grande que Paris, ne comptait qu'1,5 million d'habitants, donc tu avais de l'espace pour aller faire du sport. Ouais. Donc oui, non, mais j'ai été tout de suite immergé dans le sport. Moi, j'habitais à quelques kilomètres de la salle des Rhein-Neckendorfer Füchse, l'équipe de handball. Enfin voilà, quoi. Ouais. Donc, Ah mais tu vois, c'est marrant, Kanto, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. On parle souvent de ceux qui commandent, de ceux qui animent le sport à la télé, et on sent à chaque fois qu'il y a quand même un petit truc derrière. Il y a toujours voilà, un rapport particulier avec le sport, et tu sais qu'ils n'en parlent pas sans l'avoir jamais pratiqué. Tu sais. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on a plus ou moins tous les mêmes profils et la même passion pour aujourd'hui faire des émissions comme ça sur Twitch sur le foot. C'est que moi, on le sait, je suis passionné de biathlon, de cyclisme, de tennis, de foot et de bien d'autres sports. Je me tape des journées aussi à regarder du snooker. Donc voilà, on est un petit peu tous passionnés de sport et c'est pour ça. Et c'est marrant tout à l'heure ce que tu as dit, que toi, tu te prenais pas la tête et que tu commentais et que si tu pouvais donner un petit peu d'émotion aux gens, c'était quelque chose de positif. Et moi, quand j'ai commencé à commenter du FIFA, on me demandait pourquoi tu aimes commenter. Et je disais parce qu'en fait, pour moi, commenter, c'est essayer de rendre un moment inoubliable grâce à tes paroles, à tes actes. Et on se rappelle par exemple le but de Ribéry pour le France-Espagne, c'est un but parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, même s'il a une portée historique. Mais ce qui rend ce but encore plus mythique, c'est la voix de Gilardi par-dessus. Et c'est ça le but d'un commentateur, c'est arriver par la parole à te transmettre des émotions. Et même quand il y a des matchs de merde, parce que ça arrive souvent. moi, j'en ai eu un hier soir, voilà, la première mi-temps. Et au final, si pendant un match de merde, tu arrives à faire un highlight, toi, juste grâce à ta voix, une petite envolée, et que les gens se rappellent de ce moment-là, ils se disent putain, c'est vrai que cette action, elle était dingue, et que dans 5 ans, ils s'en rappellent. Finalement, avec ta modeste contribution à une action de foot, et ben, c'est un moment qui va rester gravé. Et ça, c'est la beauté du métier de commentateur. Ouais, mais tu sais, juste pour parler un petit peu d'anecdote, quand je suis arrivé en France et que j'ai débuté dans le métier, alors c'était un peu la période bénie parce que TF1 venait de racheter Eurosport, l'entité complète d'Eurosport. Donc là, il y avait un gros brassage, notamment sur la langue française. Et on est une génération, en tout cas la mienne, celle de 92, dite de 92, assez incroyable parce que je débutais avec Denis Brognard, qui a un peu dérivé sur d'autres sports, plus d'aventure. Mais il y a Josso qui était aussi avec moi, Fred Villard, enfin bon, etc. David Cosette pour le basket. Ouais. Et donc, on avait tous effectivement cette passion. Et moi, arrivant de Berlin, moi, les trucs qui me faisaient kiffer à mort, c'était le saut à ski, bobsleigh, speedway. Alors, me regarder comme ça avec des trucs de fou. Et la première fois où j'arrive, donc le mur était tombé, il y avait une répartition des journalistes. Et la première fois où j'arrive devant l'ascenseur de TF1 comme ça. Et là, je suis à côté d'un mec. Putain, je le regarde. Et là, c'était lunaire pour moi. Le truc, mais de folie, quoi. Et là, je le regarde. Et dans ma tête, je vais vous dire un nom qui vous dit rien du tout. Dirk Thiel. Quoi? Quoi? Bien évidemment, quoi, pour ceux qui n'étaient pas. Mais le dimanche soir, sur la télévision allemande de l'Est, DDR1, il y avait une émission qui s'appelait Fußball Panorama. Et c'était le seul endroit où tu pouvais voir les buts étrangers de football. Et c'était lui qui présentait ça. Mais moi, je le connaissais depuis le début de ma jeunesse. Je me pointe à côté de lui dans l'ascenseur, je le regarde. Là, le mec, il commence à flipper en se disant, oh là là, c'est un mec de la Stasi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et là, je lui dis son nom, quoi. Donc là, il se décompose un petit peu. Et je lui raconte cette histoire. Et derrière, c'est avec lui que j'ai débuté le saut à ski. Et qu'en termes de voix, j'ai commencé un petit peu à me faire remarquer parce que c'est quand tu sautes à ski comme ça et que tu vas péter un record, les Allemands, ils gueulent tous.
comme ça veut dire tire, comme ça derrière. Il y avait un mec qui s'appelait Jens Weisflo qui gagnait systématiquement la tournée des 4 tremplins. Et les mecs à Eurosport France, ils m'ont regardé, c'est complètement dingue celui-là. Alors, Et c'est parti. malheureusement, je crois que c'est un japonais qui domine maintenant. C'est Kobayashi. Ouais, si je dis pas de Kobayashi, bêtises. effectivement. Quoi. Mais attends, même si Wellinger, il a gagné avec Placid dimanche, tu vas pas me la faire non plus. Et du coup, il y a quand même aussi, du côté de l'Allemagne, il y a quand même une sérieuse affection pour le biathlon. Là, il y a les mondiaux Oberhof en ce moment, Ouais, avec Denis Arman qui a eu un titre de champion du monde. C'est dingue, j'ai j'ai pas regardé. joué à grand-chose hier. Hein. Ouais, ah bah non. Hein, t'as vu ça? Alors, je te présente notre spécialiste des sports de glisse hein, qui Oh, voilà, regarde j'aime ça tous les bien. week-ends. Tous les sports. Non mais c'est ça parce Les qu'il y a sports. une interaction avec tous les sports. La raison pour laquelle aussi je me suis jeté dans le hockey sur glace, qui est un sport absolument mythique, surtout si tu as la chance d'aller commenter sur place de la NHL, c'est que tu retrouves des choses et le foot a cette force-là d'être une forme d'agrégation de tout ce qui fait la force de tous les sports. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je kiffe. Alors, je vous avais promis, les amis, qu'aujourd'hui, on avait pas mal de surprises. Alors déjà, Jean-Charles, hein, qui est présent, et ça a déjà commencé fort. Hein. On a déjà pas mal d'anecdotes, pas mal d'informations. On va continuer à discuter un peu avec toi. Mais en fin d'émission, on a un quiz qu'on va vous proposer, un quiz qui sera 100% PSG et qui est présenté par Nivea Men aujourd'hui. Donc voilà, on va se régaler. C'est vous trois qui allez vous affronter sur ce quiz. Nivea Men qui est donc partenaire du PSG depuis 10 ans. Et, Moi, je prends une douche en même temps à côté bon, pendant que vous faites le écoute, quiz. Ou... Si tu veux Ah, participer avec tu nous. peux essayer le shampoing si tu veux, Jean-Charles. Ouais, voilà. Ah, il paraît que ça marche. Mais on a plein de produits à vous faire gagner aujourd'hui. Il y a toute une gamme, hein, Nivea Men sensitive, voilà, avec du gel à raser, pardon, des shampoings, de la crème. Enfin, il y a un truc de fou. Un maillot dédicacé par Neymar qu'on va vous faire gagner aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui, franchement, c'est une émission de dingue. Donc franchement, merci beaucoup à Nivea Men de nous accompagner pour cette émission. Jean-Charles, on revient à toi. Moi, je voulais qu'on parle. Bah là, on a parlé un peu de tes débuts de journaliste. Je sais que pour les plus anciens, bah, on t'a connu sur Canal. T'as une énorme histoire avec Canal+, forcément. 20 ans chez Canal. Tout à l'heure, quand toi a parlé de Thierry Gilardi, on l'a vu, il y a eu une petite émotion, hein, parce que bien sûr... Une énorme marche aussi, si je dis pas de bêtises. Pardon, une énorme marche, Ouais. alors ça, on n'a pas parlé avant ça. La chute. Il va peut-être nous raconter après. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà... Canal, ça a été très fort pour toi. Tu as même présenté l'équipe du dimanche. C'est quoi un peu incroyable, l'équipe du dimanche. tes meilleurs souvenirs là-bas à Canal? Globalement tout, et c'est ce qui a été absolument formidable et qui est un petit peu terrible aujourd'hui parce que on a toujours cet effet un petit peu nostalgique. Alors sans vouloir revenir sur c'était mieux avant parce que ça me gonfle forcément. Ouais, mais... souvent, c'était mieux avant. Moi, je suis toujours d'accord. Ouais, mais tu vois ce que je veux te dire. On va pas rentrer dans ce discours lénifiant. Il y a suffisamment de vieux qui viennent nous gonfler avec ça. Mais c'était formidable parce qu'en fait, c'était le début d'une aventure absolument incroyable avec une somme de gens de talent et de gens d'expérience dont faisait partie bien évidemment Thierry et Charles Bietri, mais bien d'autres encore. Et en fait, il y avait tout à Canal à cette période-là. Tu avais tous tes potes, tu avais un boulot absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'y rencontrer ma femme, en plus de ça. Et tu vis pendant des années et des années comme ça, quasiment dans un rêve, mais avec un degré d'exigence absolument incroyable qui fait que tu n'avais pas, l'occasion de pouvoir t'enflammer et de te dire fais combien en audience hein, ton prochain match, parce que là derrière tu prends des minimum 3 mois aux news et directos. Okay. Et si tu commençais à partir un petit peu en sucette, tu étais aussi tout de suite remis à ta place parce que l'exigence était d'abord, et moi c'est ce qui m'anime toujours, même s'il doit y avoir qu'un téléspectateur devant la télé quand tu commentes un match ou quand tu commences quelque chose, c'est par respect pour lui qui paye pour te voir, c'est de faire les choses au maximum. On peut toujours faire des erreurs, bien évidemment, personne n'est parfait, moi le premier, mais c'est d'abord de tout donner. C'est-à-dire que la préparation des matchs, contrairement à ce qu'on peut penser, pour moi, c'est encore au bas mot une dizaine d'heures. Même si à le Bayern, que j'ai déjà commenté X fois dans ma carrière et que je commente toutes les semaines, mais repartir à la base, c'est comme un footballeur. La fameuse passe, ne reste pas sur tes le plat du pied, tu le refais tous les jours, 100, 200 fois, etc. pour toujours savoir d'où tu viens, d'où tu pars et où est-ce que tu veux arriver. Et où est-ce que tu veux arriver, surtout quand tu es dans un segment payant comme ça, c'est de donner le maximum de satisfaction aux téléspectateurs. Et ça, c'est cette exigence-là qu'on a tous appris, hein, toute la génération du côté de Canal. Et bien évidemment, Thierry était là avec sa passion, avec son engouement, avec toujours beaucoup d'émotions pour moi de parler on de l'a lui. vu, parce on que l'a vu tout de suite. Hein.
c'est quelqu'un qui a été très fort, qui était un ami très très fort et auquel je pense tous les jours. Et je suis pas le seul, bien évidemment, mais qui nous a appris une base essentielle du métier, c'est-à-dire la rigueur, l'enthousiasme, la passion et surtout toujours rester bien les pieds sur terre. Ouais, bah, franchement, encore une fois, grosse pensée pour Thierry Gilardi. Bruce, je pense que c'est des souvenirs qui remontent comme ça d'un coup. Hein, c'est la nostalgie, là, très clairement. Bah, comme le disait Kanto, c'est vrai qu'il nous a marqué parce que voilà, il y a eu des matchs mémorables. Et puis bon, au-delà de ça, nous, on le connaissait pas personnellement, mais ça avait l'air d'être une belle personne. En tout cas, c'est ce qu'il transmettait. Tu sais, tu avais ce côté naturel et tout, et le côté passion que tu ressentais chez lui. Et puis, il faisait très, très bien son boulot. Donc, c'est sûr qu'il nous a tous marqués. Et voilà, encore merci à lui pour nous avoir fait vivre des moments comme ça qu'on se souviendra toute notre vie. Bah, c'est sûr qu'on n'oubliera pas. Pipion, c'est marrant parce que ici, alors c'est l'émission la plus frauduleuse du Twitch Game, mais toi ici, tu es le seul journaliste, on peut le dire avec nous, hein, clairement, qui est présent dans cette émission. Ça doit faire quelque chose quand même d'avoir quelqu'un qui a autant de bouteilles face à toi. Non, mais forcément, comme Bruce l'a dit, l'équipe du dimanche, moi j'ai grandi avec, c'était une référence et c'était surtout une porte d'entrée vers tout ce football européen parce que nous, évidemment, la Ligue 1, c'était notre pain quotidien. Les Girondins de Bordeaux allaient voir le match. Et le dimanche, tu avais cette émission et c'était formidable parce qu'on voyait les buts de toutes les équipes. Et du coup, il y a plein de choses que tu peux découvrir. Et après, pour le côté évidemment professionnel, la passion et surtout, vous avez fait aimer aux gens la Bundesliga. Et c'est vrai que c'est un championnat qui reste toujours des fois un petit peu sous-coté, invisible. Et vous êtes devenu un espèce de rendez-vous. Les gens viennent voir ce championnat allemand grâce à vous. Donc, c'est une très belle réussite. Et c'est pas juste pour évidemment vos très beaux commentaires, les célébrations de buts. C'est aussi quand vous écoutez votre duo avec Patrick Guiou, c'est que vous y mettez beaucoup, vous le dites, de préparation, d'analyse. Vraiment, on sent que vous connaissez ces équipes et ces joueurs par cœur, quoi. Ouais, on se tutoie plus? Ah bah non, c'est le respect. C'est l'émotion pour tout le monde. Non mais t'as raison, c'est ce que je rappelais. En fait, aujourd'hui, fondamentalement, avec les réseaux sociaux, avec l'accès Internet, etc., tous autour de la table, on a la capacité d'avoir au moins autant d'informations que celui qui se retrouve derrière le micro pour faire son boulot. Donc, on peut pas le tromper. On peut pas lui raconter n'importe quoi. On peut pas... C'est plus possible. Malheureusement, bon, il y a encore quelques exemples de peintres en bâtiment, un métier que je respecte beaucoup, mais c'est pas le même métier. Non, mais il y a pas de nom à donner. Non, il y a pas de nom à donner. C'est vrai qu'il y a certains. Non, mais sur certains trucs où tu vois qu'il n'y a pas de boulot ou moins de boulot. Simplement, c'est une approche. C'est une approche de la chose. Moi, je suis pas du tout en train de dire que c'est mieux que les autres. C'est la manière dont j'ai été formé, c'est la manière dont je bosse, effectivement. J'ai pas mal de collègues avec qui j'ai débuté et qui continuent de fonctionner de cette manière-là. Il y en a d'autres qui travaillent d'une autre manière. Tout est respectable. Mais aujourd'hui, voilà quoi. Ouais. Ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, c'est drôle, mais petite anecdote, une fois avec Bruce, on est arrivé à Bein, parce que bon, à l'époque, on présentait la Ligue 1 sur Bein, on t'a croisé là-bas, on t'a croisé d'ailleurs plusieurs fois. Et pour vous dire à quel point c'est vraiment vrai, véritable ce qu'il dit, on a vu Jean-Charles en train de bosser sur un match, je crois, de Bundesliga. Il est en train de prendre des notes pour aider un autre commentateur. Je sais pas si tu te souviens de ça. Tu étais en train de prendre des notes pour justement coacher un mec, et on sentait déjà à ce moment-là qu'en fait, oui, toi, tu étais carrément à un autre niveau. Tu te contentes pas juste d'arriver et de faire ton travail et de rentrer chez toi. Toi, il y a vraiment toute cette profondeur que tu mets dans ton métier de commentateur, quoi. Moi, j'avais trouvé ça fou. Je pense que ce qui est important aussi, à mon âge, avancé, non, mais il y a aussi un aspect transmission, et c'est ça aussi que j'ai retenu de cette incroyable histoire que j'ai pu vivre aux côtés de Thierry ou alors de Charles, c'est que c'est important de transmettre. Aujourd'hui, il y a des jeunes journalistes qui arrivent, qui ont la passion aussi du métier et tout ça, mais si on les laisse dans un coin à faire systématiquement un sujet d'une 30, mais qu'ils ont envie de commenter et qu'on les aide pas, à leur donner quelques clés. Après, ils en font exactement ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Mais au moins, leur permettre, leur donner des choses pour se dire, bah voilà, quoi. J'ai aidé quelqu'un à pouvoir progresser parce que moi, je suis pour la retraite demain, hein, par exemple. Une sorte de chapeau de paille et avoir la satisfaction. Demain quand même. Non, mais avoir la satisfaction de pouvoir se dire, voilà, ce collègue-là que j'ai croisé, avec qui j'ai pu échanger, j'ai pu transmettre. Pour moi, c'est quelque chose d'important dans la mesure où c'est un peu la problématique de notre métier aujourd'hui, assez paradoxalement, parce qu'on est un métier de communication. L'émulation et l'échange est quand même beaucoup moins important maintenant que ce qu'on a pu connaître avant. On travaille tous un petit peu de notre côté, etc. Et je trouve que l'échange, c'est bien. Et si ça peut aider effectivement des jeunes qui arrivent et qui ont la passion, parce que c'est ça qui est fondamental, quoi. Je veux dire, autrement, un métier qui va mourir.
Alors évidemment les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'en ai préparé 1 milliard des questions, on pourra pas toutes les faire, bien entendu. Je me permets juste celle-là parce que tu es l'ambassadeur aujourd'hui de la Bundesliga en France, même si c'est pas même si c'est pas officiel sur le papier, c'est pas toi qui détiens la Bundesliga, mais clairement le visage de la Bundes, on peut le dire, c'est toi avec les clubs qui sont derrière. Où est-ce que toi tu situes ce championnat? Est-ce que tu penses que c'est un championnat qui peut encore progresser, qui peut encore aller plus loin, qui peut se rapprocher par exemple de la Première Ligue? À quel niveau tu le places aujourd'hui? Moi, très franchement, alors en étant tout à fait honnête, en termes d'intérêt, en termes de spectacle, en termes de jeu, en termes d'ambiance et d'enthousiasme, je le place numéro 2 en Europe pour le moment. Derrière la Première Ligue. Oui, derrière la Première Ligue, parce que la Première Ligue, c'est encore autre chose. Il y a un aspect économique qui fait que, au niveau des stars, etc., ils sont là, ils sont présents. Et puis, il y a aussi une histoire fondamentale. Je veux dire, il ne faut pas non plus oublier et réduire la Première Ligue simplement au pognon qu'ils ont grâce aux droits télé tout le temps. Il y a une véritable histoire. Quand vous allez jouer à Brighton, ce n'est pas du tout anodin. Et quand vous parlez avec des joueurs qui vont là-bas, et c'est la même chose pour West Ham, Fulham, etc., il y a des clubs emblématiques qui font que ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir raconter une histoire. Et c'est ce qui me fait kiffer aussi pour la Bundesliga. Chaque match, moi, il y a des fois, il y a des mecs qui me croisent, ils me disent vendredi soir, tu fais quoi? Je dis putain, ça va être super, je vais faire Augsbourg-Mayence. Putain, le mec qui me regarde, il me dit putain, mais il a pas de vie, Mais moi, je sais qu'il va vraiment le faire, c'est pas une blague. Non, mais bien sûr que je vais le faire parce que moi, je kiffe. Quoi. Il y a des histoires partout. Tu t'appelles les gars, il se passe des choses et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'écrire une histoire et pas simplement tourner autour du Bayern Munich. Que de l'élite, c'est bien, les plus petits clubs. C'est ça, parce qu'il s'y passe des choses et on a en plus de ça la chance en Bundesliga d'avoir une quarantaine de Français qui jouent. 40, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire du top 5 européen. C'est très loin devant ce qui a été au top de la Première Ligue, qui a eu 31 ou 32 joueurs français. Là, on en est là. Donc, je pense qu'il y a une forme de cliché aussi de pouvoir dire à chaque fois « Ah là là, mais le football allemand ». J'aime bien aussi cette expression de football allemand, tu vois. Il faut quand même rappeler à tout le monde que c'est les mêmes règles, on joue à 11 contre 11, et que, tu vois, c'est genre un football qui existe de la même manière que les autres et qui est parfaitement vivant. Je pense que tous ici, autour de la table, on kiffe tous le football, vous connaissez tous la Bundesliga, et même voire plus, puisque par le biais des jeux FIFA, Football Manager, etc., voilà, quoi, tu te dis, tiens, je vais faire une petite carrière avec Karlsruhe. Tu vois, c'est ça, tu connais ce championnat. Et franchement, tu peux parler avec n'importe quel joueur. Les exceptions sont vraiment hyper faibles. Tu n'en as pas un qui te dit, Pop, t'en as quel kiff. Regarde ce qui se passe avec Kolo Muani. Excuse-moi, Bruce. Moi, j'étais content pour lui au niveau de sa trajectoire, parce qu'on savait qu'il allait partir. Et moi, je trouvais que c'était un choix intelligent, parce qu'on sait que la Bundesliga, les attaquants, ils ont tendance à se régaler, parce que c'est un championnat assez ouvert. Et du coup, moi, je m'en faisais pas pour lui. C'était un joueur auquel je croyais beaucoup. Donc, moi, ça me surprend pas plus que ça, en fait. Parce que moi qui le suis à Nantes et tout, je voyais qu'il avait un truc en plus. Donc, moi, je suis content pour lui. C'est un super joueur. Il va encore progresser. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est sûr. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient dessus. Et c'est ça aussi, la proactivité des clubs allemands, parce que tout le monde se dit des fois, ils vont chercher. Il avait dû donner son accord assez tôt, parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autres clubs entre-temps, à la fin, qui sont mis, à mon avis. Non, mais c'est la capacité qu'ils ont à pouvoir démontrer à quel point ils tiennent à toi, et surtout que Francfort, c'est quand même la capitale économique allemande. Tu pars pas à Pétaouchnok, tu vois. Il y a Internet, il y a le téléphone, les gens ils roulent avec des voitures. Enfin, tu vois, c'est pas parce que c'est ça aussi le clicheton, quoi. C'est de se dire, oh là là, tu vas aller habiter à Francfort, il fait nuit à 2h30, tu vois, il y a pas d'eau, il y a pas d'eau potable. Ce sera pas le dernier cliché sur l'Allemagne, sur le football allemand. Il y en a un milliard. Mais c'est la capacité qu'ils ont, quel que soit le club, à pouvoir démontrer, tiens, voilà le projet qu'on a, voilà ce qu'on a pensé pour toi. Tu as cet âge-là, mais t'inquiète pas, tu vas avoir ton temps de jeu, ça sera ça, et tes émoluments, ça sera ça, de manière progressive en fonction de tes résultats, et tu as un vrai projet, tu as une prospective sur ta saison. Et donc, c'est ce qui a pu faire la différence, Kolo Muani, mais on peut parler de Jorginho Rutter, qu'ils ont été chercher à Rennes pour... Manu Koné, enfin voilà, quoi. Il y a X joueurs qui sont là-bas et qui s'y plaisent bien. Après, il y a toujours ces comparatifs entre championnats. Moi, franchement, je kiffe autant de me voir un bon match de Ligue 1 parce que le niveau est super sympa aussi, etc. Moi, ce qui fait la différence, et je l'ai vu hier soir pour Cologne-Francfort, alors malheureusement, on a loupé la partie d'ambiance parce qu'à Hertha Gladbach, il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu. Donc bon, il a fallu attendre, mais... Cologne-Francfort, le quart d'heure d'avant-match avec le fameux Mia Stön se dire
que chante fréquemment sous la douche Bruce. Bien sûr, Avec je connais par 54 000 On a des clips, hein, on a des clips. avec 54 000 personnes, une ambiance de fou. Mais moi, ça fait 200 000 fois que je l'entends. Je me dis, j'ai Ouais, t'as la chair de la poule, Gänsehaut, Ça, c'est incroyable en tout autre, Allemagne. tu vois, j'ai la chair de poule, je suis là, tu vois, ça me met dans le match, je mets le son à fond, pas de Guillou, il me regarde, il me dit, mais tu veux devenir sourd, mais Ah, mais c'est vrai que les ambiances là-bas, c'est incroyable. voilà, Ouais. et c'est ce qui me fait kiffer, mais j'adore mater de matchs de Ligue 1. Ouais. Ah, mais on sent que tu t'aimes Voilà, le quoi, foot. Quoi. je pense que j'ai pas de barrière par rapport à ça. Je pense que tous les championnats ont leurs particularités, elles ont leur truc, et voilà, c'est ce qui fait kiffer. Et j'avais peut-être une petite question, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, parce que bon, il y en a quand même pas mal qui suivent la Bundes. Tes petites pépites là, des joueurs récemment, peut-être qu'on rejoint la l'impression que Bundes. j'avais noté ça. Bon, bah, voilà, je sais qu'on en parlait un peu tout à l'heure. Du coup, si tu peux nous donner un peu les joueurs à suivre sur les mois, saisons à venir, peut-être, qui t'ont en tout cas, qui t'ont montré quelque chose d'intéressant. Alors, c'est une question intéressante parce que j'ai commenté à Augsbourg, puisqu'on en parlait Ouais. il y a quelques temps. Et je suis tombé sur un jeune joueur belge. Alors, franchement, lui, à mon avis, il ne va pas rester très, très longtemps là-bas. Il vient d'arriver. Il s'appelle Arne Engels. Milieu récupérateur, 19 ans. Il arrive du club formateur du club Bruges, le club NTX, qui évolue en 2e division belge. Et alors, un volume, qualité de centre, qualité sur les coups de pied arrêtés, rigueur, complet, rigueur tactique. Bluffant tu vois, pour son âge, quoi. assez bluffant pour son âge, et on connaît tous la complexité de passer comme ça d'un pays à un autre, nouveau Ouais, championnat, nouvel environnement. Je suis pas hyper sûr que tu fasses 30 000 spectateurs de moyenne quand tu joues au club NTX, à moins que je me trompe, mais enfin voilà, tu as quand même une pression supplémentaire. Lui, c'est un drôle de joueur. Après, il y a des forces émergentes parmi les jeunes qui sont là, dont on sentait venir et tout ça. Je pense à Jamie Bynoe-Gittens du côté du Borussia Dortmund, qui nous avait déjà enflammé la saison dernière en Youth League. Là, il monte clairement en puissance. C'est un joueur qui a un peps, un punch. Il a été bon ce week-end. Il a encore été bon. Ouais. Il a été buteur. Il a toute cette fraîcheur de ses 19 ans qui fait que il y a cette prise d'initiative qu'on voit. Puis le retour de la Coupe du Monde, quand même, on n'a pas eu des matchs de ouf quand même. Hein. On sent quand même des mecs qui sont un peu, tu vois, les tauliers qui sont un peu fatigués. Et ça fait du bien d'avoir les jeunes qui sont là, tu vois, qui prennent des initiatives, qui marquent des buts, qui mettent des frappes. Et les deux que je ressortirais là pour le moment, alors Bynoe-Gittens, on le connaissait, mais pour moi, la vraie révélation de début de 2023, c'est Arne Engels. Augsbourg, et lui, franchement, c'est un joueur qu'il va falloir suivre. C'est un nom qu'on va retenir, et si jamais il sort un petit peu, il sera venu d'hors-jeu. De l'émission. Vous avez une question peut-être pour terminer l'interview? Ouais, par rapport au modèle des supporters en Allemagne, tu sais, dans ce football moderne, on sait qu'il y a énormément de mutations, on parle du retour de la Super League, la puissance financière de certains clubs. Est-ce que pour toi, le modèle allemand, c'est le plus sain, avec les supporters qui gardent le contrôle, avec le 50+1? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur sur la commission de contrôle financière de la Bundesliga qui paye absolument pas. En Bundesliga, vous remplacez pas au mois d'avril le cahier des charges. Vous avez un premier avertissement, 3 semaines pour pouvoir retravailler et affiner les chiffres. Si ça n'arrive pas, c'est rétrogradation immédiate en 5e division, perte du statut professionnel. C'est-à-dire que quand on connaît le mode de fonctionnement des clubs en Allemagne, on sait que économiquement parlant, notamment, c'est beaucoup tressé autour du tissu économique local. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées là-dedans. C'est-à-dire que ça brasse quand même beaucoup. Et c'est ce qui fait peut-être un peu la différence, notamment avec la France, où financièrement parlant... Il y a plus de libertés qui sont prises. Mais financièrement parlant, on a du mal à attirer comme ça le tissu économique local, contrairement à l'Allemagne. Mais attention, il y a eu la pandémie, il y a eu les aides de la Ligue allemande et de la Fédération allemande. Au bout de 18 mois, ils ont dit maintenant, il s'agit de commencer à rembourser. Et tu as pu le voir notamment à l'occasion du mercato d'hiver. Même un club comme le Bayer Leverkusen, la réponse est comprise dans le nom du club. Oui. Tu sais ce qui soutient le Bayer. Eux, ils ont été bien servis pendant la pandémie, si tu vois ce que je veux te dire. Mais même pour ce club-là, faire Borna Sosa à 20 millions d'euros pour venir renforcer le flanc gauche, ça n'a pas été possible. Parce que la rigueur est telle que les prêts doivent être remboursés. Au pays. Et que de tous les clubs, et c'est le dernier rapport de Deloitte qui l'a encore une fois prouvé, de tous les clubs européens qui ont traversé la pandémie avec beaucoup de difficultés, il y en a un qui ressort avec un bilan positif, c'est le Bayern Munich.
une nouvelle fois, qui est quand même le seul club depuis 1982. 1982. Ouais. T'étais pas né, Non, toi non, non plus, toi non clairement plus. Moi, oui. Ça se joue à pas, Voilà. ça se joue à pas grand-chose pour moi. Ouais, non, mais t'es suffisamment jeune. Dommage, Mais ça n'est pas depuis là. 1982, ce club-là propose un bilan toujours positif. Et c'est aussi l'un des discours des dirigeants de la Bundesliga. Ça doit être une marque de fabrique que d'avoir cette rigueur-là. Alors, parfois, ça pose des problèmes et ça empêche d'avoir et de pouvoir attirer des très grandes stars du football qui aimeraient bien venir en Allemagne, mais qui finalement ne viennent pas parce que... À côté, tu vois Chelsea qui dépense 700 millions en 8 mois, c'est sûr que c'est compliqué de lutter, quoi. Bah après c'est ce qui aussi a permis à la Bundes de se maintenir quelque part et d'être un championnat sain, d'être un championnat où on n'a pas tant d'excès de ça. Quoique le Hertha, il y a une période où il y a eu quelques libertés aussi à ce moment-là. Oui, mais il y avait un fond, c'est-à-dire que l'argent était là, l'argent existait. Les 371 millions quand il a injecté par Lars Windhorst au Hertha existaient. C'était pas un truc virtuel du spéculatif. C'était tant que c'est clair, le fonds ténor avait cet argent-là. Et vous n'investissez pas, on ne dit pas, tiens, je vais mettre 100 ou 120 millions. Mais ils sont où tes 100 ou 120 millions? Si tu n'apportes pas la preuve que tu les as, tu viens pas. Il n'y aurait jamais eu un Média Pro en Allemagne, quoi. Une affaire Média Pro, ça n'aurait pas pu exister. Après, moi, je suis pas dans le cœur de tous ces dossiers-là. Si, l'Allemagne a connu, et bien avant la France, un scandale de ce genre. Oui, bien évidemment. Moi, je me souviens d'être arrivé début des années 2000. C'était l'ancien patron du groupe Springer, me semble-t-il. Enfin, le nom m'échappe maintenant. J'arrive pour commenter un match au Bayern, et là, je me pointe au stade olympique. Pas un quart régie. Ah ouais, merde. Et je devais commenter Bayern-Gladbach ou un truc comme ça. Donc j'appelle à Canal, je dis mais attends, on s'est trompé. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là je vois les collègues, ils sont tous en train de discuter. Le mec avait déclaré faillite la veille. Oh le bordel. Le résultat a été clair et net. Ils ont fait venir des cars, des mini-cars des régions pour pouvoir retransmettre en 2-4 cams pour qu'on puisse voir les buts dans le sport show, dans le téléfoot allemand, discuter pour essayer de terminer tant bien que mal la saison où ils avaient créé une forme de structure qui s'appelait Arena, mais alors c'était vraiment hyper tangent. Et ça, je te parle, ils avaient réussi cette performance, les Allemands. Quand ils font les choses, généralement, ils ne le font pas à moitié. Et là, c'était plutôt pas mal. Ils avaient réussi ça 20 ans avant la France. Donc si, ils sont aussi capables de faire n'importe quoi. Ça peut arriver. Oui. Bon, alors, les amis, juste avant de passer à la Champions League et de parler du PSG Bayern de demain, sachant qu'on a Jean-Charles, il faut quand même qu'on en parle avec lui. Tu as peut-être une dernière question, Kanto, à lui poser? La petite dernière. J'en ai trois. Je sais, moi aussi. Regarde, je te montre, regarde tout ce qui était préparé là, mais le temps nous est compté. Par rapport à la préparation des joueurs, la prononciation des joueurs, pardon. Est-ce que quand tu as commencé ta carrière, tu t'es dit, bon, je suis un petit jeune, un petit nouveau qui arrive et je vais commenter ça de manière stricte, et petit à petit, tu as commencé à prendre tes aises par rapport à la prononciation, ou c'est quelque chose qui est venu naturellement parce que quand tu as commencé à ça, tu avais déjà un peu de bouteille et tu te sentais déjà en place? Non, enfin, en tout cas, pour la prononciation des joueurs allemands, comme j'expliquais, pour moi, c'est quelque chose qui me vient de manière complètement naturelle. Ouais, mais finalement, c'est presque toi, j'ai envie de dire, qui l'a instauré, parce que des autres commentateurs qu'on a l'habitude d'écouter, ou moi en tout cas que j'ai l'habitude d'écouter depuis que je suis gamin, qu'on commente des matchs anglais, espagnols, il y a des noms espagnols où on va prononcer par exemple le J à l'espagnol ou en français, tu vois. Ça, je dirais que c'est l'école Eurosport que j'ai pu avoir, parce que lorsque je suis rentré à Eurosport, il y avait 4 langues fondatrices, donc il y avait le français, il y avait l'allemand, il y avait l'anglais et il y avait le néerlandais. Donc on commentait en fait tous les mêmes matchs. On se retrouvait dans les cabines et on commentait tous les mêmes matchs. Mais quand on commentait un match de la Eredivisie, il y avait 2-3 mecs. Alors même si je maîtrise un peu le CAS, enfin le néerlandais, on allait se voir et on se disait, tiens, lui, ça se prononce vraiment. Et donc comme ça a été quand même un travail hyper régulier pendant 4 ans, les 4 années où je suis resté à Eurosport. Et par la suite, on s'est retrouvés encore dans les tribunes de matchs. Moi, j'ai encore des collègues allemands qui m'appellent parce qu'ils vont commenter des matchs avec des équipes françaises pour me demander précisément la prononciation de ça. Ou alors, quand je les entends à la télé allemande écorcher un mot français, je leur fais un truc un peu en phonétique et tout ça. Donc, je pense que c'est une forme de réminiscence de mon apprentissage. Après, je me plante aussi sûrement parfois, et notamment en espagnol, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des déficiences, c'est au niveau de la langue espagnole. Mais c'est une forme de respect aussi, je pense, quelque part.
moi, j'ai toujours dans l'esprit que parmi ceux qui peuvent nous écouter, il y en a un qui peut être anglais ou d'origine anglaise ou un allemand ou un espagnol et tout ça. Et je pense que ça peut le gonfler si je sais pas, si je donne un nom de joueur de manière un peu grotesque. Et... 100 fois, tu le dis mal. Moi, ça m'arrive en live quand je joue à FIFA, par exemple. Des fois, sur la prononciation de joueurs, même belges ou quoi, il y a des Belges, ils vont me reprendre, ils vont me dire non, par contre, c'est pour De Catellar ou quoi, on va me dire oui, il faut le dire comme ça et comme ça, tu vois. Donc, tu vois, oui, ils ont tellement l'habitude, ils savent, ils disent, tu le dis bizarrement. Ça, t'as un cas à part, toi. Moi, par contre, je fais des remixes de tous les. De Bruyne. Mais c'est pour ça, De Bruyne, j'appelle Kadibi maintenant. Je suis peinard. T'en as plein des exemples comme ça où c'est très français de garder la prononciation de comme nous on le lit en français, en fait. Genre, si tu prends rien que le tennis, Iga Swiatek, il y en a plein qui vont l'appeler Swiatek parce que ça s'écrit comme ça, mais il y en a qui vont prendre le risque de dire Iga Świątek parce que paraît-il qu'on dit comme ça en polonais. Comme ça. Non, mais le polonais, c'est particulier. Parce qu'on a tous appelé Lech Walesa, mais quand on entend la vraie prononciation de Lech Walesa, Lech Walesa, non, mais c'est réel. Et donc là, il y a des langues qui sont quand même extrêmement particulières et tu peux pas là tomber dans cet excès un petit peu inverse parce que le téléspectateur se demande de qui tu parles et l'exemple de Swiatek, comme on dit, est assez bon. Moi, par exemple, j'ai une anecdote. Au début, je ne sais pas pourquoi, je psychotais sur Guardiola. Je l'appelais Pépé, Guardiola. Comme un débile. Je ne sais pas pourquoi, j'écrivais le truc et je mettais Pépé, Guardiola, quoi. Et un jour, je me suis fait flamber par un fan de Barcelone. Je sais pas, je devais acheter ma baguette et tout ça. Ouais, toi, tu nous saoules. Il s'appelle Pépé et tout. Donc, je le regarde. Je dis, ah bon, mais de quoi il parle 1,50, oui. Donc, voilà. Je dis, c'est Pep. C'est Pep. Il est catalan, c'est Pep. Et, tout ça. Et donc, ça m'a marqué. Autant dire tout de suite que le match d'après. T'as filé droit. C'était réglé. Mais il avait raison. Alors, messieurs, on va s'arrêter là, en tout cas, pour l'interview. On va parler un peu de PSG Bayern avant de te libérer, Jean-Charles, là, parce que le temps passe très vite. Dernière petite question, mais ça dure 10 secondes parce que le chat l'a demandé, mais pendant toute l'interview. D'où vient le ping? D'où vient nous? Le chat l'a demandé, il faut qu'on te le demande. Naturel. Alors, naturel, d'accord. Tu vois, c'est vraiment, c'est quand tu. Non, mais devant ta téloche, des fois, tu sais, t'as un pote qui est en train de regarder le truc, l'autre, il met une mine de 30 mètres et tu dis, putain, t'as pas vu? Tu vois, chacun va avoir ses petites réactions, ses petits trucs. On a tous des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand, par exemple, il y a une situation où le mec, il va marquer, ou le ballon, il roule sur la ligne, c'est sorti, il y a double poteau et tout ça, là, je m'enfloppe, je fais tu vois, t'as l'impression qu'il y a le feu, mais pas du tout. Tu vois, le quintuplé de Lewandowski, je pense que en 9 minutes, là, ça y allait. Et d'ailleurs, on m'avait dit sur Twitter, enfin, j'avais tweeté que si tu nous lâchais pas un petit Jamal Musiala dans l'émission, ce serait un échec. Je sais pas si tu peux. Ouais, bien sûr. Mais dis-moi la situation pour demain, par exemple. Jamal Musiala qui dribble 3 défenseurs et voilà. Contre le PSG, non. Le but qu'il met à Wolfsburg, tu vois, quand il récupère comme ça à 30 mètres, Jamal Musiala à 30 mètres, attention, faut pas lui laisser faire ça. Faut pas lui laisser faire ça. Musiala. Il est énorme, les amis, franchement. Jean-Charles, en plus, c'est dur quand t'es pas dans le feu de l'action avec les images et tout, c'est super. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que quand je commente, je crie beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plus de voix, parce que j'ai commenté la semaine dernière en ayant la crève et j'ai perdu ma voix. Mais toi, tu forces pas du tout, en fait. Tu montes dans des notes et on sent que tu forces pas du tout. Ça me fascine. T'as pas trop de problème d'extinction de voix ou quoi? Écoute, je vais toucher un peu de bois parce que je commente mercredi. Ouais, j'ai du coffre. Non, mais j'ai pas connu ce qui est déjà arrivé à certains collègues. Tu sais, tu es en train de parler comme ça. Et puis... Tu me dis, bah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? T'as plus rien, quoi. Ou alors un truc strident. Ah, là, c'est terrible. Non, donc là, je touche du bois. C'est pas encore le cas. Du coup, c'est Dortmund-Chelsea, c'est ça que tu commences mercredi? Dortmund-Chelsea, ouais. Ça peut être sur Bein, on te retrouve. Sur Bein, absolument. Voilà, comme d'habitude. Ça va être un gros match, ça. Ah oui. Avec la forme actuelle de Dortmund, ça peut être sympa. Avec Dortmund, c'est toujours ouvert, où il se passe des trucs, toujours des buts, des machins.